L'humanité et les écosystèmes, des services écosystémiques et leur gestion. Quels services sont rendus par les écosystèmes? À l'humanité, bien entendu, mais à tout ce qui concerne directement ou indirectement l'homme. Essayons de parler d'écosystèmes forestiers. Dans un premier temps, rappelons ce qu'est un écosystème et ce qu'est un écosystème forestier. D'abord, dans un écosystème, il y a une certaine biodiversité. D'après le ministère de la Transition écologique et solidaire, la biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète. Il s'agit de la diversité du vivant sur Terre à 3 niveaux. Au niveau des écosystèmes, des espèces et des individus au sein de ces espèces, on parle de diversité génétique. La biodiversité concerne donc l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie, que ce soit la flore, la faune, la fonge, les bactéries, humains compris. Un écosystème, lorsqu'on parle d'écosystème, donc il s'agit de comprendre que c'est un système formé par un environnement que l'on appelle le biotope, donc c'est ce qui concerne les paramètres physico-chimiques, et donc ce système il est formé par l'ensemble des espèces, on parle de biocénose, qui y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent. Un écosystème, c'est donc un milieu dans lequel les conditions physico-chimiques sont relativement homogènes et permettent le développement d'un ensemble d'organismes vivants. Voilà pour quelques mots sur la biodiversité et les écosystèmes dont nous avons déjà parlé dans d'autres cours. Alors, de ce fait-là, si on se place dans une forêt, on peut parler d'écosystème forestier. La forêt, c'est un écosystème à part entière qui, par sa richesse et sa complexité, offre de nombreux habitats à différentes espèces et populations animales, végétales, fongiques et microbiennes qui entretiennent pour la plupart des relations d'interdépendance entre elles et vis-à-vis du biotope. Les écosystèmes forestiers donc sont composés de différents éléments répartis dans différentes strates. Nous pouvons citer notamment la strate herbacée, la strate arbustive et la strate arborescente. Des relations de symbiose, de partenariat mais aussi de nuisance ont constamment lieu dans les écosystèmes, notamment au sous-sol avec des réseaux mycorhiziens s'alliant avec les arbres. Une définition plus simpliste résume l'écosystème forestier, c'est un environnement terrestre dominé par des arbres poussant dans un couvert fermé. Alors, imaginons que nous ayons cette forêt avec sa biodiversité, son écosystème, donc nous avons ce que l'on appelle l'écosystème forestier. Imaginons qu'il y ait une déforestation. La déforestation, donc, c'est l'action de déboiser un terrain par différentes méthodes. Ça peut être le défrichement, l'exploitation abusive, les incendies, le surpâturage également, et ceci pour lui attribuer une nouvelle fonction. Imaginons qu'on lui donne comme fonction celle d'une futaie régulière, ou bien celle d'une futaie irrégulière, ou bien celle d'une futaie jardinée ou à couvert continu. Imaginons que l'on transforme donc cette forêt en une futaie régulière. C'est quoi une futaie régulière? Eh bien, une futaie, elle est dite régulière si, à l'échelle de la parcelle, tous les arbres des essences principales sont d'âge proche.
Si les arbres sont de la même essence, le peuplement est qualifié de monospécifique, donc une seule espèce. À la fin de chaque cycle, l'ensemble du peuplement est coupé, soit directement et entièrement, soit par le biais de coupes progressives réparties dans le temps. Imaginons que cette forêt coupée, on la transforme en futaie irrégulière. C'est quoi une futaie irrégulière? Eh bien, c'est un système d'aménagement où la forêt est divisée en peuplements forestiers où il y a plusieurs classes d'âge. On peut décrire un peuplement de futaie irrégulière comme une juxtaposition de micro-peuplements d'âge et ou de compositions différents, pas nécessairement équilibrés. Chaque micro-peuplement peut avoir une composition monospécifique ou mélangée et avoir une structure verticale à 1, 2 ou plusieurs étages. Le régime de la futaie irrégulière vise à maintenir le caractère hétérogène des peuplements forestiers. Imaginons maintenant que cette forêt soit transformée en futaie jardinée, on dit aussi à couvert continu. C'est un type de futaie irrégulière où le peuplement est mélangé pied par pied. En effet, les arbres y présentent différentes classes d'âge et de taille. Il y a différentes strates de végétation. La coupe rase n'y est pas pratiquée, la sylviculture se fait à couvert continu. Il y a donc une fermeture irrégulière de la canopée. La gestion consiste grossièrement à pratiquer des éclaircies, par exemple 20% du volume de bois sur pied, en coupant les arbres qui gênent les tiges d'avenir que l'on veut privilégier. C'est un travail de jardinage de la forêt, une sylviculture à l'échelle de l'arbre et non pas de peuplement dont le but est d'obtenir une structure d'âge qui assure une production régulière et continue de biens et de services. Ce type de sylviculture permet de maintenir le stock de carbone initial des écosystèmes ainsi que de l'augmenter dans le bois et dans le sous-sol sans pour autant devoir renoncer à une exploitation raisonnée du bois et donc profiter de ce matériau noble et réduire nos émissions de gaz à effet de serre via l'effet de substitution. La sylviculture à couvert continu est également gage de respect de la biodiversité en permettant de conserver ou de restaurer un bon fonctionnement des écosystèmes forestiers. Elle répond par ailleurs à une attente sociale de plus en plus forte dans un contexte où le grand public est heurté par les pratiques de sylviculture régulière, les coupes rases par exemple, le tassement des sols, etc. Alors ensuite, on pourrait parler d'industrialisation de la sylviculture et de sylviculture intensive, ce que nous ne ferons pas aujourd'hui, ce n'est pas trop l'objet de l'étude. Donc ces quelques mots ont été empruntés au mémoire de recherche sur la sylviculture éthique et écologique présenté par Laura Smith en 2020. Alors, donc là nous avons imaginé que, et pour essayer de comprendre les services rendus par les écosystèmes, qu'une forêt est un écosystème forestier. Donc il y a une certaine biodiversité et on peut très bien transformer cette forêt en un autre écosystème, éventuellement qui peut rendre des services ou non. Donc on avait parlé de sylviculture traditionnelle, on a un exemple de futaie régulière. Donc la sylviculture traditionnelle, comme j'avais sous-entendu dans l'explication précédente, elle consiste à réaliser des coupes régulières à différents stades de développement des arbres. Par cette méthode, l'homme va veiller à la présence de tous les stades du développement des arbres et favorise le maintien d'une biodiversité aussi bien végétale qu'animale. Sylviculture écologique ou sylviculture irrégulière,
On parle de sylviculture irrégulière ou régulière. Alors, tout à l'heure, on a parlé de sylviculture irrégulière et régulière. Dans le traitement d'une futaie régulière, en fait, les arbres sont éduqués en peuplement sensiblement de même âge et de dimensions voisines. L'exploitation porte sur la totalité des peuplements d'une parcelle donnée lorsque la régénération est programmée. Alors, donc cette forêt, comme je vous ai dit, peut être transformée en sylviculture traditionnelle, par exemple une futaie régulière, ou en sylviculture écologique, par exemple une futaie irrégulière ou une futaie jardinée. Alors ça se ressemble un petit peu les deux. Alors, la sylviculture traditionnelle, elle favorise les services écosystémiques d'approvisionnement. De même que la sylviculture écologique, elle favorise un peu plus le service écosystémique d'approvisionnement. Alors, approvisionnement en bois, en eau, en diverses molécules qui peuvent avoir un intérêt pharmaceutique. Et également, donc, il y a des services écosystémiques de régulation apportés par cette sylviculture traditionnelle ou cette sylviculture écologique. Donc, dans les deux cas, ça empêche en quelque sorte des molécules nocives entre guillemets de se concentrer. Donc il y a une espèce de filtration par exemple des nitrates, une régulation des nitrates, une absorption du CO2, donc ce qui va éviter l'effet de serre ou l'amplification de l'effet de serre, et puis éviter la propagation de certains composés qui pourraient dégrader les sols par exemple. Et puis sylviculture traditionnelle et écologique vont favoriser également le service écosystémique, culturel, de différentes façons. Et alors, un débat se pose sur la monétarisation en fait, des écosystèmes. C'est un débat éthique, nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, cette forêt, cet écosystème forestier peut être transformé également suite à la déforestation et à la conversion donc en agrosystème. Un agrosystème, on pense à agriculture, c'est un système agricole en fait, qui s'oppose en quelque sorte à l'écosystème. Alors le problème des agrosystèmes, nous en avons parlé dans d'autres cours, c'est que sur le long terme, plus ou moins long terme, à force de travailler les sols de manière plus ou moins profonde, ce qui n'est pas forcément une bonne affaire, bien, il y a un appauvrissement et une érosion des sols. Il y a de toute façon un déclin de la biodiversité de l'agrosystème. Alors déjà que la biodiversité de l'écosystème forestier, qui était à l'origine en fait suite à cette destruction de cet agrosystème, donc l'écosystème forestier a disparu évidemment, et donc un nouvel agrosystème s'est mis en place, un système écologique a pu se mettre en place entre guillemets en parallèle à ce que l'homme produit, par exemple du blé, du maïs, etc. Il y a de toute façon un déclin de la biodiversité de l'agrosystème, même si celui-ci a tendance à s'équilibrer sur une petite période, par exemple une année. Il peut y avoir pollution de l'air et de l'eau suite aux intrants qui sont apportés, donc aux engrais, etc., aux pesticides également. Bon. Il peut y avoir émergence de certaines maladies et donc le changement climatique dû à une mauvaise gestion de ce dioxyde de carbone, par exemple. Alors, peut-être une solution efficace correspondant à ce que l'on appelle l'ingénierie écologique, qui va compenser donc ces désordres dont je viens de vous parler. Donc restaurer, réhabiliter et réaffecter en quelque sorte le
côté biologique, le côté écosystème biologique, en transformant en fait cet écosystème de départ et cet agrosystème en quelque chose qui va par exemple permettre la conservation biologique de quelques espèces qui vont pouvoir y trouver un équilibre en créant par exemple une ripisylve en fait. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est une formation végétale qui se développe sur les bords des cours d'eau ou des pans d'eau situés dans la zone frontière entre l'eau et la terre. Bon, donc autrement dit, ça peut correspondre à des berges, des berges au niveau desquelles donc des sentiers peuvent être créés pour que les gens se promènent, que les enfants jouent, faire des parcs de jeux, etc., qui sont associés à une rivière qui va couler, là, ça va être joli, bon, etc. Et donc ça peut correspondre à un service écosystémique culturel. Donc les choses ne sont pas simples. Lorsque l'on parle d'écosystèmes forestiers, ils sont très souvent modifiés par l'homme, donc par les actions humaines. L'homme va exploiter des écosystèmes, ces écosystèmes, de manière à ce qu'il soit à son avantage et pas forcément à l'avantage de la nature. Donc l'homme exploite des écosystèmes pour subvenir à ses besoins, bien entendu. Alors ce qu'il fait, c'est pas forcément pour détruire, mais ça peut être au départ parce qu'il a besoin de nourriture, il a besoin de matériaux également, de bois, etc., de sol, de terre, d'humus, bon. Et cette exploitation des écosystèmes va de toute façon perturber le biotope et en conséquence la biocénose également. La biocénose influe sur le biotope et vice-versa. Donc cette perturbation du biotope peut correspondre à l'érosion des sols et on peut avoir donc une perturbation à l'échelle locale ou bien sûr à une échelle globale. Lorsque l'on parle du cycle du carbone, cycle du CO2, on peut faire le cycle biogéochimique, entre guillemets, à l'échelle de la planète et pour nous apercevoir que de toute façon, il y a un excédent de CO2 qui est libéré et qui contribue à l'augmentation de l'effet de serre. Alors l'effet de serre est naturel, bon. Mais l'homme contribue à augmenter cet effet de serre. Alors je ne vais pas vous expliquer c'est dû à quoi l'effet de serre, mais c'est pas l'objet aujourd'hui, mais vous devez savoir ce que c'est. Alors, quelquefois la forêt est totalement dévastée et on peut constater une forte dégradation, quelquefois complète, de certains écosystèmes. Alors les conséquences évidemment sont très diverses. On peut avoir une biodiversité qui va se trouver complètement désorganisée. Alors, cette biodiversité peut retrouver un équilibre, mais ce n'est pas toujours évident. Lorsque le biotope se dégrade, cette dégradation entraîne avec elle une dégradation d'une partie de la biocénose. Donc il peut y avoir un déclin de la biodiversité si la forêt disparaît ou est largement transformée par l'homme. En conséquence, on peut avoir une baisse de la production et de l'activité économique. On peut avoir une pollution des eaux, du sol et de l'air, et développement éventuellement de certaines maladies, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc la santé de l'homme, évidemment, va être affectée et va être conditionnée en fait par l'homme lui-même qui entraîne dans cette biodiversité un déséquilibre très important. Alors, il faut savoir que ces écosystèmes, qu'ils soient forestiers ou autres, apportent toujours des effets bénéfiques. Alors, négatifs quelquefois, mais là, je parle d'effets bénéfiques qui seront des services écosystémiques, d'approvisionnement, de régulation et de culture. Alors, à plus grande échelle, on pourrait également apporter un quatrième service écosystémique
en construisant des grands cycles biogéochimiques ou biogéologiques. Bon, c'est pas l'étude aujourd'hui. Donc la nature, elle fournit à l'humanité des services d'approvisionnement, de régulation et de culture. Et ceci de manière tout à fait gratuite, puisque c'est la nature qui apporte les choses. Donc il y a des processus écologiques qui sont à la base de tous les écosystèmes. Donc, concernant ces services écosystémiques d'approvisionnement, eh bien, ce sont des produits qui sont issus de l'exploitation des écosystèmes. Alors ça peut être des molécules issues de certains végétaux qui vont permettre d'enrichir le milieu pharmaceutique et donc aider dans le domaine de la santé lorsque l'homme atteint certaines maladies qui peuvent être soignées par le principe actif de certaines de ces plantes. Ça peut être un exemple très intéressant. Ça peut être de l'eau également, ça peut être une biomasse. La biomasse, c'est la masse des êtres vivants dans un écosystème particulier. Donc ces écosystèmes vont également avoir un rôle écosystémique de régulation, tout à fait gratuit, entre guillemets. Donc ça va être par exemple concernant les nitrates qui nous posent quelquefois des problèmes, eh bien on peut très bien avoir une dépollution de l'eau, donc dépollution, c'est-à-dire élimination des nitrates, filtration de l'eau, élimination des nitrates par divers procédés. Donc ça peut être un service écosystémique de régulation très intéressant. Également, service écosystémique de régulation du réchauffement climatique, notamment lors d'échanges entre le dioxyde de carbone entrant et sortant. Lorsque ces échanges se trouvent équilibrés au niveau de ce dioxyde de carbone, puisque c'est lui qui est à l'origine de l'effet de serre en grande partie, eh bien ça veut dire que une forêt qui va prendre ce CO2 pour construire sa biomasse et en libérer lors de la respiration cellulaire, eh bien on peut très bien avoir dans la nature un équilibre naturel qui se crée. Donc c'est un service écosystémique gratuit et qui se fait de manière tout à fait naturelle. L'homme, par contre, évidemment, à cause de son industrialisation, entre guillemets, va rejeter dans l'atmosphère un excédent de dioxyde de carbone qui va contribuer à augmenter l'effet de serre. Augmenter l'effet de serre qui est déjà naturel. Alors, donc ces services écosystémiques de régulation peuvent aider également à éviter certaines maladies de diverses façons et peuvent également conserver la fertilité des sols. Ensuite, concernant des services écosystémiques culturels, eh bien, ces écosystèmes peuvent constituer des services, donc des ressources au niveau du patrimoine et au niveau de culture récréative plus ou moins importante. Alors, tous ces services, lorsque l'on parle d'argent, en fait, on engendre des débats d'ordre éthique et technique. Donc, ce principe de monétarisation n'est pas toujours accepté par tout le monde, et ces services font l'objet d'une monétarisation, justement, qui porte à discussion, et je n'en parlerai pas plus aujourd'hui. Concernant ces ressources exploitables, est-ce que l'on peut parler de gestion raisonnée en parallèle avec ce que l'homme induit, produit, apporte au niveau de ces services écosystémiques? Est-ce qu'il apporte quelque chose de bénéfique ou est-ce qu'il apporte au contraire quelque chose, allez, je ne vais pas dire maléfique, c'est un peu exagéré. Bon. Donc on pourrait parler de gestion durable de certaines de ces ressources qui peuvent être exploitées par l'homme. Donc si on maintient ces services écosystémiques, eh bien, si on veut les maintenir en tout cas, ça veut dire qu'il faut une gestion, et une gestion raisonnée. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Si par exemple quelqu'un a besoin de bois pour se chauffer, il ne va pas aller dans la forêt pour couper le bois sans autorisation.
il faut qu'il y ait une gestion raisonnée des autorisations qui soient données et une gouvernance qui soit adaptée à chaque écosystème. Donc il faut une gestion raisonnée des écosystèmes qui est basée sur des connaissances, et notamment les connaissances scientifiques, mais pas que scientifiques. Il faut que ces connaissances permettent de comprendre comment se forment les écosystèmes locaux ou à plus grande échelle. Par exemple, la sylviculture, donc lorsque l'on parle de forêt, sylviculture écologique, en fait, elle permet de fournir du bois en ayant une gestion raisonnée adaptée, tout en maintenant l'organisation forestière, alors en limitant un petit peu la perte de la biodiversité. Il y a en quelque sorte, de ce fait-là, une activité économique et une préservation des services écosystémiques qui vont demeurer associés dans le temps. Il faut que ça dure dans le temps, il faut que le rapport entre l'homme et la nature soit compatible et dure dans le temps de manière tout à fait raisonnée et intelligente. Lorsque l'homme ou la nature d'ailleurs, ça peut être la nature elle-même qui se dégrade pour X raisons. Bon, tu as des catastrophes naturelles, des tempêtes, etc. Mais quand les écosystèmes sont endommagés, donc des techniques que l'on appelle d'ingénierie écologique s'appuient sur le vivant, peut être mises en œuvre, qui vont rétablir partiellement, dans ce cas-là on parle de restauration, ou bien totalement, dans ce cas-là on parle de réhabilitation, bien peut rétablir les services écosystémiques qui sont dégradés. Alors pas forcément tels qu'ils les étaient à l'origine, mais en tout cas on peut limiter les dégâts, trouver quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau qui soit relativement intéressant pour l'homme. Quelquefois, un écosystème peut être détruit et il est remplacé par quelque chose d'autre. On parle à ce moment-là de réaffectation. Alors, donc là on a résumé ces services rendus par les écosystèmes. Lorsque l'on parlait tout à l'heure d'humanité et les écosystèmes, donc des services écosystémiques et de leur gestion, nous savons bien que l'espèce humaine, c'est un élément parmi d'autres de tous les écosystèmes qu'elle a colonisés. Elle y vit en interaction avec d'autres espèces, donc on parle de parasites, d'espèces commensales, domestiquées, exploitées, etc. L'espèce humaine affectionne le fonctionnement de la plupart des écosystèmes en exploitant des ressources qui par exemple peuvent être forestières, en modifiant le biotope local, par exemple sylviculture, érosion des sols, ou bien global, c'est-à-dire changement climatique, introduction d'espèces invasives, etc. Beaucoup d'écosystèmes mondiaux sont impactés avec une perte mondiale de biodiversité et des conséquences néfastes pour les activités humaines, par exemple diminution de la production, pollution des eaux, développement de maladies, etc. Pourtant, l'humanité tire un grand bénéfice de fonctions assurées gratuitement par les écosystèmes. Ce sont des services écosystémiques d'approvisionnement, par exemple de bois, des champignons également, pollinisation, fruits, graines, etc. Services écosystémiques de régulation également, par exemple dépollution de l'eau et de l'air, lutte contre l'érosion, les ravageurs et les maladies, le recyclage de la matière organique, la fixation du carbone, etc. Et de culture, et donc services écosystémiques de culture, par exemple récréation, valeurs patrimoniales, etc. Notre santé donc dépend en particulier de celle des écosystèmes qui nous entourent. La connaissance scientifique de ces écosystèmes, l'écologie en fait, peut permettre une gestion rationnelle des ressources d'exploitation, assurant à la fois l'activité économique et un maintien des services écosystémiques.
L'ingénierie écologique est l'ensemble des techniques qui visent à manipuler, modifier, exploiter ou réparer les écosystèmes afin d'en tirer durablement le maximum de bénéfices, c'est-à-dire conservation biologique, restauration ou compensation écologique, etc. Alors, donc, ces services rendus à l'homme, proposés à l'homme en tout cas, sont relativement intéressants évidemment. Il faut que l'homme fasse attention de ne pas abîmer cette nature. Toutes ces sociétés humaines ont cherché depuis très longtemps à dominer la nature. On ne peut pas dominer la nature. L'humanité est une espèce en interaction avec d'autres espèces au sein d'écosystèmes très variés. Les écosystèmes peuvent être définis à l'échelle locale, l'échelle régionale, nationale, européenne, mondiale. Même 1 cm3 de terre correspond à lui tout seul un écosystème. Mais à l'échelle de la planète, il y a un prédateur, super prédateur, c'est l'homme. Il faut qu'il change sa façon de faire. Donc nos actions ont déjà profondément altéré 75% des écosystèmes à la surface des continents. Il faut que l'homme prenne conscience de ce qui est en train de se produire et permet déjà la mise en place progressive d'une gestion écosystémique plus durable. Il faut qu'il propose des gestions raisonnées, notamment vis-à-vis de ces écosystèmes et notamment vis-à-vis de ces services écosystémiques gratuits, de manière à ce qu'ils restent longtemps gratuits et qu'ils ne conduisent pas à la perte de l'homme. Donc on a beaucoup parlé de l'exemple des écosystèmes forestiers qui couvrent plus d'un tiers des continents. Donc ces écosystèmes forestiers permettent de comprendre les menaces et les enjeux de gestion dont ils sont l'objet. Donc les actions humaines vont modifier ces forêts, autrement dit ces écosystèmes forestiers. Donc si on parle des forêts tempérées, donc dans les climats tempérés, forêts françaises, elles sont exploitées très largement. Mais il y a également, en dehors de ces forêts tempérées françaises, donc des forêts tropicales humides qui sont également exploitées. Donc c'est l'exemple que nous avons choisi. Lorsque l'on parle de sylviculture, on pense à forêt. La sylviculture correspond à une organisation d'une forêt qui reflète son mode d'exploitation. Exploitation par l'homme, évidemment. Alors on avait parlé, on avait déjà expliqué pas mal de choses, des coupes rases, des taillis, des futaies, etc. Les futaies, donc on avait vu que c'était des forêts composées par des arbres qui sont relativement grands. Donc ça peut être des feuillus, c'est-à-dire des arbres à feuilles tombantes à l'automne dans nos régions tempérées. Mais ces futaies peuvent être également des grands arbres correspondant à des résineux. Donc des essences, des pins, des sapins, etc. Donc des arbres qui ont de la résine, entre guillemets. Donc ces futaies peuvent être à la fois des forêts de feuillus et de résineux, ou l'un ou l'autre. Elles représentent plus de la moitié des surfaces forestières. Donc les futaies sont relativement importantes. Les taillis, eux, sont des peuplements de feuillus constitués de tiges qui sont issues de rejets de souches. Donc ce qui sous-entend qu'il y a eu des coupes précédentes et qu'il y a des réserves qui vont permettre justement dans ces taillis à certaines tiges de pousser à partir des souches qui sont en place. Une organisation mixte peut être un mélange de futaies et de taillis, donc existe sur un quart de la surface occupée par les forêts. Alors, on avait parlé de coupe rase, c'est aussi bien au niveau des taillis que des futaies, ou les deux. Donc, les arbres sont coupés en une seule fois sur l'ensemble d'une parcelle. Donc ce mode d'exploitation, il permet de comprendre que l'homme va tout couper et donc va se servir en bois.
Et que restera-t-il ensuite? Bon. Donc dans ce mode d'exploitation, les forêts sont traitées comme des ressources qui sont disponibles tout de suite. Ça veut dire que l'homme utilise le bois tout de suite. En France, ce type de coupe est suivi d'un semis naturel ou artificiel, et cette méthode est mal perçue par le grand public. Pourquoi? Parce que la dégradation des forêts, c'est pas toujours bien accepté. Donc, lorsque on est habitué à voir une forêt et que du jour au lendemain, il n'y a plus cette forêt, évidemment, l'aspect visuel est désastreux. Les sols, de plus, vont se trouver érodés. La destruction des habitats provoque une perte de la biodiversité, évidemment, de cette forêt qui a été coupée. Et c'est catastrophique pour cette biocénose locale. Alors au niveau des forêts tropicales humides, donc ces forêts qui couvrent plus d'un tiers de la surface forestière mondiale, eh bien, les écosystèmes se rencontrent par exemple en Indonésie, au Congo et sur une grande partie de l'Amazonie. Alors on parle souvent de la forêt amazonienne. Alors on dit c'est le poumon de la planète. Alors attention, parce que le poumon de la planète, c'est plutôt les océans, les phytoplanctons, le plancton, phytoplancton, zooplancton, etc. Alors pourquoi le phytoplancton? Eh bien parce que le phytoplancton, donc c'est un peu comme nos plantes terrestres, chlorophylliennes. Le phytoplancton va produire par action chlorophyllienne entre guillemets, donc de la matière organique. Libérer du dioxygène aussi, mais absorber également du CO2 pour fabriquer cette matière organique. Alors les plantes qui vont dominer dans ces forêts tropicales humides sont de grands arbres qui peuvent atteindre 60 mètres de hauteur, qui ont des troncs qui sont très grands, très élancés, et des branches très ramifiées au sommet, dont l'ensemble va former ce que l'on appelle la canopée. Alors la biodiversité évidemment est très importante puisque on recense plus de 16 000 espèces d'arbres différentes. Lorsque l'on fait une déforestation, eh bien cette déforestation peut être suivie d'une reconversion en terres agricoles qui vont constituer une très grande menace. Des problèmes à plus ou moins grande échelle. Lorsque des coupes rases sont faites, eh bien les terres libérées sont exploitées pour l'élevage extensif ou la culture intensive, par exemple la canne à sucre en Amazonie, le soja également, ou en Indonésie le palmier à huile. Alors bien sûr, ces sols forestiers qui vont devenir pauvres en sels minéraux vont être reconvertis puisqu'ils vont s'épuiser rapidement et vont devenir impropres aux cultures. Donc, lorsque l'on coupe sur le court terme, ça peut être relativement intéressant, mais sur le long terme, en fait, on détruit la nature du sol. Certaines espèces endémiques, comme l'orang-outan de Bornéo en Indonésie, eh bien, sont menacées d'extinction. De plus, des maladies émergentes, par exemple l'ulcère de Buruli, va se développer. Et outre les effets locaux, l'amplification du réchauffement climatique planétaire constitue une conséquence majeure de la déforestation. Alors, parlons maintenant de services écosystémiques. Après avoir présenté les écosystèmes forestiers, vu qu'ils sont modifiés par l'homme, lorsque l'on a parlé de l'exploitation des forêts tempérées françaises et de l'exploitation des forêts tropicales, essayons maintenant, avant de proposer ou de parler de gestion rationnelle des ressources exploitables, essayons de parler de ces services écosystémiques qui sont des services d'approvisionnement, de régulation et des services culturels. Et puis, nous dirons un mot sur la valeur monétaire des services qui sont rendus. Donc, services écosystémiques, approvisionnement, régulation culturelle, vous connaissez maintenant. Les ressources fournies par les écosystèmes sont très variées et certaines ressources sont gratuites et sont tout à fait nobles entre guillemets. Donc ce sont des services écosystémiques, alors écologiques, on peut dire services écologiques également. Donc ces services correspondent à l'ensemble des caractéristiques d'un écosystème qui va procurer des ressources à l'homme en déterminant la qualité de leur milieu de vie.
il y a des processus écologiques qui sont à la base de tous les écosystèmes, mais on distingue 3 catégories principales de services, sachant qu'il y en a d'autres, mais les 3 principaux sont les 3 services d'approvisionnement, de régulation et culturelle. Concernant l'approvisionnement, donc ces services d'approvisionnement, eh bien, ce sont des éléments des écosystèmes qui sont utilisés comme ressources par les humains. Alors le bois, puisque nous avons parlé de sylviculture, le bois est un exemple qui est très intéressant, qui est le plus évident, qui est présent un peu partout dans nos entourages. Alors sauf évidemment si vous habitez au centre-ville ou dans des villes où il n'y a pas de forêt. Mais bon, en général, il y a souvent des parcs où vous apercevez au moins quelques arbres. Donc le bois, l'arbre, le bois des arbres, c'est un matériau qui est naturellement renouvelable, alors pas en un an, ça peut être une 50aine d'années ou 100 ans. Il va offrir donc du chauffage et puis des débouchés variés. Par exemple, pour la construction des maisons, on utilise des charpentes, on peut réaliser des meubles, des parquets, produire des paniers, etc. etc. Mais ces services d'approvisionnement peuvent correspondre également à des services de nourriture, par exemple du gibier, des graines, des fruits, des champignons. Mais également de l'eau, des molécules qui vont avoir un certain intérêt pharmaceutique, donc en relation avec la santé, donc important pour les milieux médicaux. Ça peut être également des réserves de variétés génétiquement et potentiellement utiles, par exemple des plantes souches, entre guillemets, et ça peut être d'autres exemples, on peut avoir d'autres exemples de services d'approvisionnement évidemment. Concernant la régulation, c'est-à-dire les services de régulation, eh bien, ils correspondent à des processus qui vont déterminer la qualité de l'environnement. Alors, tout à l'heure, on avait parlé de gaz à effet de serre, de nitrates également. Eh bien, il va y avoir une certaine régulation de ces concepts, entre guillemets. Donc, en absorbant du dioxyde de carbone atmosphérique, les forêts vont contribuer à limiter l'effet de serre exercé par ce gaz, notamment lorsqu'il est libéré en quantité excessive par l'homme. Alors ce qui va modérer, évidemment, le réchauffement climatique, puisque le CO2 est un gaz à effet de serre. Les forêts vont fixer plus de dioxyde de carbone qu'elles ne vont en libérer, donc on a au niveau de ces forêts ce que l'on appelle un puits de carbone. Puits de carbone, parce que lors de la photosynthèse, des matières organiques sont fabriquées, l'arbre est fabriqué, les végétaux sont fabriqués à partir de ces matières organiques, fabriquées entre parenthèses par photosynthèse. Alors n'oublions pas que la photosynthèse permet également la libération de dioxygène qui, elle, apporte de l'énergie grâce à la respiration cellulaire. Il existe d'autres exemples, évidemment, mis à part cette concentration de puits de carbone et le fait que ce carbone va être équilibré entre les entrées et les sorties. Eh bien, il y a d'autres services de régulation, par exemple la qualité de l'eau. On peut avoir une filtration d'eau à différents endroits, donc disponibilité de l'eau également. Par exemple, lorsque l'on a des sources d'eau, eh bien, on peut avoir également des limitations de l'érosion, donc l'importance des inondations, qui vont pouvoir être régulées si le système naturel reste en place. Alors, évidemment, peut-être c'est un peu léger ce que je dis, un peu simpliste, mais bon. Également, service de régulation concernant la propagation de certaines maladies et le succès de la régulation de la pollinisation. Pollinisation sans laquelle eh bien, beaucoup de plantes ne pourraient pas pousser. On ne pourrait pas avoir certains fruits, le miel par exemple. Les abeilles sont très sensibles aux polluants et donc éviter que ces services de régulation ne soient détruits ou impactés par l'homme en tout cas. Enfin, concernant donc la culture, le loisir culturel, les services culturels, eh bien les forêts sont des environnements où on peut pratiquer différents loisirs, comme des randonnées par exemple, des randonnées alors que ce soit à pied ou à vélo, ça peut être des parcours acrobatiques dans les arbres par exemple. Donc ces services culturels permettent également d'éduquer et de sensibiliser les jeunes générations et le pouvoir public
à la découverte de la biodiversité et à sa protection, puisque évidemment, les gens qui vont dans les forêts peuvent avoir le plaisir de découvrir certains animaux, certaines facettes de la biodiversité qu'ils ne sont pas habitués à voir lorsqu'ils restent chez eux. Donc, les forêts sont des lieux de bien-être, et ce que savent reproduire certains peintres, par exemple. Ensuite, correspondant à un problème éthique, problème qui engendre des débats, sont donner une valeur monétaire aux services rendus. Alors, quelle que soit la nature des services écosystémiques rendus à la société, ces derniers sont gratuits. Alors, est-ce que l'on peut introduire de l'argent dans ce qui est gratuit? Il est possible de leur attribuer une valeur monétaire. Donc, ça veut dire qu'on a de la gratuité que la nature nous apporte, alors nature plus ou moins transformée par l'homme, et est-ce qu'on peut donner une valeur monétaire, donc de façon plus ou moins complexe et précise. Cette monétarisation constitue un argument qui peut protéger les écosystèmes lorsque les décisions d'aménagement du territoire doivent être prises. Elle fait l'objet d'un débat quant à la fiabilité des valeurs attribuées ou encore la possibilité d'acquérir le droit de polluer. Parce qu'évidemment, certaines personnes peuvent en profiter pour polluer en fait. Alors tous ces points nous amènent, donc ces points, c'est-à-dire ces écosystèmes forestiers modifiés par les actions humaines que nous avons vus, notamment l'exploitation des forêts tempérées françaises et forêts tropicales, les services écosystémiques que nous avons vus, donc services d'approvisionnement, de régulation et culturels, en parlant un petit peu de la valeur monétaire des services rendus, nous amènent à une gestion rationnelle des ressources exploitables. Voilà, ça revient. Oula. Bon, ça vous a permis de faire une pause. Désolé. Bon, faut dire que je parle beaucoup aussi. Alors, donc concernant ma fiche, je vous ai dit, vers une gestion rationnelle des ressources exploitables, il faut gérer les forêts de manière durable. Mais il faut également maintenir et réparer quelquefois les écosystèmes, et on parlera d'ingénierie écologique. Commençons par quelques mots sur la gestion durable des écosystèmes forestiers. On parle de concept de gestion durable. Alors, en fait, ça veut dire quoi, gestion rationnelle des ressources exploitables? Ça veut dire qu'il faut maintenir, améliorer la qualité des services écosystémiques pour les futures générations. Donc c'est très important, et ces générations elles-mêmes vont poursuivre le travail qui est amorcé depuis un certain temps déjà et qui, espérons-le, va s'amplifier. Parallèlement, l'activité économique associée à leur exploitation doit être assurée, et ceci afin d'atteindre ce double objectif de gestion durable qui est basé sur la connaissance scientifique des écosystèmes, et ce qui impose donc une démarche scientifique de réflexion. Alors, donc ce concept de gestion durable, notamment concernant les forêts,
a été définie lors de la conférence de Rio au Brésil en 1992. Donc ça date déjà, puisque nous sommes en 2021. Cette gestion durable fait appel à la sylviculture, c'est-à-dire à l'entretien et à l'exploitation rationnelle des forêts. La sylviculture traditionnelle et la sylviculture écologique. Ça veut dire quoi ? Eh bien, la première, c'est-à-dire sylviculture traditionnelle, consiste à favoriser la régénération naturelle ou non en pratiquant des coupes d'éclaircies. Ces dernières réduisent la densité du peuplement et permettent d'améliorer la croissance des plus beaux arbres. L'objectif majeur est d'obtenir une production élevée de bois, et pour cela les futaies régulières composées d'une seule essence d'arbre de même âge fournissent d'importantes productions de biomasse, donc des rendements économiques élevés. La forêt de pins maritimes des Landes constitue par exemple un exemple de ce mode d'exploitation, mais l'inconvénient c'est que des coupes rases d'une parcelle entière sont pratiquées et au bout de 40 ans lorsque les pins sont à maturité, donc ce qui met à nu transitoirement le sol forestier. En ce qui concerne la sylviculture écologique, puisque tout à l'heure on parlait de sylviculture traditionnelle, eh bien écologique, cette sylviculture écologique, elle associe diverses essences forestières adaptées aux conditions locales et d'âge variés sur une même parcelle. Bien que souvent moins productives, ces forêts résistent mieux aux maladies, aux aléas climatiques et garantissent le maintien de la biodiversité locale. Les prélèvements forestiers permettent une production continue de bois avec des traces apparentes réduites dans le paysage forestier. Cette gestion en futaie irrégulière, jardinée, permet ainsi de garder un couvert forestier permanent et de maintenir non seulement le service d'approvisionnement, mais aussi les autres services écosystémiques. Parlons d'ingénierie écologique, donc qui permet de maintenir et de réparer éventuellement les écosystèmes. Tous les milieux naturels, dont les forêts, sont ponctuellement très endommagés, voire détruits par des catastrophes naturelles ou bien des catastrophes qui peuvent être d'origine humaine. Quelle que soit leur capacité de résilience, c'est-à-dire de refabrication entre guillemets, ces milieux peuvent nécessiter une aide afin de réparer les perturbations engendrées. L'ensemble des techniques qui permettent de réparer les écosystèmes, d'optimiser leur gestion, voire de les recréer afin d'en tirer durablement des bénéfices, forment ce que l'on appelle l'ingénierie écologique. C'est une technique qui est centrée, un ensemble de techniques plutôt, qui est centré sur l'emploi du vivant, envisagé comme outil, et sur la résilience des écosystèmes. Selon les cas, on va distinguer soit la restauration, soit la réhabilitation, soit la réaffectation. La restauration, donc, c'est l'écosystème va être dégradé, mais il est traité par élimination d'espèces invasives et réintroduction d'espèces d'origine, par exemple. Concernant la réhabilitation, eh bien, biotopes et biocénoses de l'écosystème ont disparu et ils vont être rétablis en intégralité. Concernant la réaffectation, eh bien, l'écosystème d'origine est remplacé par un autre. Donc 3 cas correspondant à cette ingénierie écologique. Les moyens financiers nécessaires peuvent provenir de fonds de compensation, c'est-à-dire de l'argent versé par diverses entreprises ou collectivités responsables de la dégradation des écosystèmes. Dans ce cas, les montants découlent de la valeur monétaire des services écosystémiques rendus. Outre ces aspects techniques, l'ingénierie écologique comporte une dimension éthique très forte. Elle renvoie à des écosystèmes durables, intégrant la société humaine dans son environnement naturel au bénéfice des deux. Voilà, donc nous avons parlé, discuté sur cette humanité et sur ces écosystèmes, donc notamment sur les services écosystémiques et leur gestion, très importante.
Donc des services sont rendus par les écosystèmes. Nous avons abordé 3 points importants: les écosystèmes forestiers, modifiés par les actions humaines, les services écosystémiques, une gestion rationnelle des ressources exploitables. Donc 3 points importants. Dans le premier point, donc écosystème forestier modifié par les actions humaines, nous avons parlé de l'exploitation des forêts tempérées françaises et de l'exploitation des forêts tropicales humides. Concernant les services écosystémiques, nous avons parlé des services d'approvisionnement, de régulation et services culturels, en disant quelques mots sur la valeur monétaire des services rendus, problème plutôt éthique. Et dans le troisième point, c'est-à-dire vers la gestion rationnelle des ressources exploitables, nous avons parlé de la gestion durable des écosystèmes forestiers et du fait qu'il faut, en plus de cette gestion, il faut maintenir et réparer les écosystèmes. Et là, on a parlé d'ingénierie écologique. Le cours est terminé. Merci.